Casablanca s'impose aujourd'hui comme une grande métropole africaine, à la fois économique, culturelle, sociale et durable. Cependant, son avenir ne peut se limiter à la seule modernisation des infrastructures ou aux performances économiques. Il doit avant tout s'ancrer dans le facteur humain, dans l'épanouissement des citoyens, la qualité de vie et le sentiment d'appartenance à une ville d'une histoire riche et en constante évolution. L'avenir de Casablanca se construit ainsi comme une œuvre collective, pensée, portée, incarnée par les Casablancaises et les Casablancais. La ville de Casablanca est une œuvre vivante, une ville qui ne dort jamais, une ville qui se construit, qui s'étend, mais surtout une ville qui ressent. Une question essentielle s'impose toutefois. Peut-on développer une ville sans développer l'humain ? Raison pour laquelle aujourd'hui, nous parlons du leadership féminin, non pas comme un sujet isolé, mais comme une force qui dialogue, qui relie, qui transforme. Comment les femmes, aux côtés des hommes, redessinent-ils le visage de Casablanca ? Et surtout, quel nouveau constat social sommes-nous en train d'écrire ensemble ? Ce contrat social casablancais, au-delà des infrastructures, à chaque épisode d'Arbe Dahiya Ounessa, nous nous interrogeons sur la manière dont le développement de la ville redéfinit les relations entre les citoyens et les citoyens et surtout, quel nouveau contrat social sommes-nous en train d'écrire ensemble ? Ce contrat social, casablancais, au-delà des infrastructures, à chaque épisode d'Arbe Dahiya Ounessa, nous nous interrogeons sur la manière dont le développement de la ville redéfinit les relations entre les citoyens et leur administration. Comment construire une ville plus inclusive pour tous ses habitants. La thématique Casablanca au féminin, leadership et dynamique de développement. Pour en parler, nous recevons un duo au regard croisé, deux sensibilités, deux lectures de la même ville. Une même passion. Merja Naït Barka, entrepreneur engagé et stratège du lien à travers City Zone et son engagement dans Casa Mémoire et l'œuvre pour une ville accessible, plus intelligente, mais aussi plus humaine. Merja, tu incarnes une génération de femmes qui ne demandent plus leur place, elles la structurent. Soleiman Sedlaoui, artiste, écrivain, passeur de mémoire, il explore Casablanca à travers ses récits, ses racines, ses transformations. Son regard nous rappelle une chose essentielle. Une ville sans mémoire est une ville sans âme. Mon interrogation est légitime. C'est même un fact. Et si le futur de Casablanca se jouait justement dans cette complémentarité ? Bienvenue à Darbe Dahiya Ounessa, le podcast de l'ODJ Média et de Macfarah. Notre thématique de ce jour, Casablanca au féminin, leadership et dynamique de développement. Pour en parler, nous recevons un duo au regard croisé, deux sensibilités, deux lectures de la ville et une même question. Merja Naït Barka, entrepreneur engagé et stratège du lien, à travers Citizen et son engagement dans Casa Mémoire, elle œuvre pour une ville plus accessible, plus intelligente, mais aussi plus humaine. Merja, vous incarnez une génération de femmes qui ne demandent plus leur place. Elle la structure. On essaye. Soleiman Sedlaoui, artiste, écrivain, passeur de mémoire. Il explore Casablanca à travers ses récits, ses racines, ses transformations. Son regard nous rappelle une chose essentielle. Une ville sans mémoire est une ville sans âme. Ma question est un fact. Et si le futur de Casablanca se jouait justement dans cette complémentarité ? Bienvenue à ce podcast d'Arbe Dahiya Ounessa, de l'ODJ Média et Macfarah. Ma première question est pour Merja. Votre rôle au sein de Casa Mémoire vous place au cœur d'un travail collectif.
comment mobiliser des femmes et hommes autour d'un même objectif? Bonjour Fouzia, bonjour Souleymane. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors vous savez, quand j'ai rejoint l'association Casa Mémoire, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, je ne l'ai pas fait pour préserver Casablanca, parce que je pense qu'on ne mobilise pas des gens autour d'un objectif aussi ambitieux que celui-ci. Quand je fais le point quand j'observe ce qui réunit les bénévoles autour de cette cause Casa Mémoire, je m'aperçois que c'est avant tout un rapport très personnel à la ville. Et c'est un rapport parfois qu'on a avec un quartier, avec une rue, avec une histoire familiale. Et pour moi, c'est vraiment essentiel que, au-delà de ce discours collectif sur préserver Casablanca, dont le patrimoine est aujourd'hui menacé, ou en tout cas un patrimoine qui se transforme, on puisse justement y raccrocher la grande et la petite histoire. Et donc ce récit commun, pour moi, il est vraiment indispensable. Après, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette association, c'est le fait que tout le monde y ait sa place. Alors quand elle a émergé en 1995, c'était autour d'un noyau fondateur qui était important, qui était un noyau avant tout de techniciens, on va dire, des architectes, des urbanistes, des historiens, qui considéraient qu'il fallait lancer une sorte de cri d'alarme autour de la destruction du patrimoine casablancais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, cette association très technique, elle s'est ouverte en fait à la société civile et elle a embarqué des étudiants, des jeunes, des femmes au foyer, des gens comme moi qui venaient du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et qui au final avaient tous quelque chose à défendre parce que cet objet en commun, c'est la ville. Et moi, je trouve ça fascinant parce qu'au-delà de préserver un patrimoine, c'est en fait s'engager tous pour savoir dans quelle ville on veut vivre. Mais est-ce qu'on peut préserver un patrimoine, mais en même temps le faire évoluer? Oui, alors moi je suis vraiment défenseuse d'une vision qui n'est pas nostalgique du patrimoine. Et c'est souvent l'attaque qui est faite à des associations comme la nôtre, comme Casa Mémoire, mais aussi dans d'autres villes du Maroc, d'être des sortes de gardiens du temple qui refusent le progrès et qui refusent le changement. C'est pas du tout le cas. Nous, on est vraiment adeptes d'une vision, on va dire, dynamique du patrimoine. Il faut être conscient qu'en 2025, on crée du patrimoine peut-être pour 2075 ou 2100. Comment on pourrait préserver une salle de cinéma, par exemple, tout en la faisant évoluer? Alors effectivement, là, sur les cinémas, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel il va y avoir beaucoup de problématiques différentes. Parce qu'à la base, il peut y avoir une problématique qui est purement foncière ou immobilière, qui est un bien qui est détenu par un propriétaire qui décide peut-être de poursuivre la vocation du cinéma ou peut-être d'en faire autre chose ou ce qui est très problématique, d'abandonner ce lieu. Après, derrière, il peut y avoir des pouvoirs publics parce qu'il ne faut pas oublier que dans la ville, cette infrastructure qu'est le cinéma, c'est très particulier. On ne peut pas le considérer comme un lieu anodin. C'est un lieu de culture, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu qui, dès lors, doit être investi d'une vie qui est à la fois liée à une initiative privée, mais aussi où l'État ou les communautés urbaines peuvent faire quelque chose. Donc sur les cinémas, il y a un grand plan de restauration et rénovation des cinémas qui a été lancé par le ministère de la Culture il y a quelques années. Le chantier est énorme, parce qu'à Casablanca, on parle d'une 50aine de cinémas qui, pour la plupart aujourd'hui, c'est un gigantesque cimetière. C'est-à-dire que c'est des lieux qui sont connectés vraiment à l'âge d'or de Casablanca. Quand aller au cinéma était une fête, on s'endimanchait, on y allait en famille, on y allait pour plusieurs heures parce que c'était en fait le seul lien qu'on avait parfois avec l'extérieur. On y allait y voir les actualités, on allait y voir un dessin animé, plusieurs films. Aujourd'hui, on a perdu cette culture du cinéma, mais c'est pas pour autant que ça ne peut pas renaître. Et c'est dès lors fait de l'importance qu'on doit placer sur ces lieux pour qu'ils renaissent de leurs cendres, à la fois bien sûr faire l'objet de transformation et de restauration, parce que c'est parfois des cinémas qui nous ont été hérités du protectorat ou des années 50, 60, qui sont aujourd'hui dans un piteux état, mais auxquels aussi il faut réinvestir une autre vie en peut-être donnant la place à des acteurs sociaux, à des acteurs culturels. Alors moi aujourd'hui je suis consciente qu'un cinéma au Maroc ne peut plus marcher en ayant uniquement une casquette de cinéma. Je suis très lucide là-dessus. Du bâtiment. Bon, on restaure le bâtiment. Voilà, il faut qu'il y ait une vocation de lieu culturel et que peut-être ces cinémas, ils soient à la fois des espaces de projection, ils soient des espaces de résidence pour des artistes, ils soient des espaces de domiciliation pour des associations avec des bureaux, qui est peut-être une médiathèque, qu'ils gardent leur dimension culturelle, mais plus uniquement liée à la projection, parce que je suis très consciente qu'aujourd'hui, le cinéma, il nous arrive avant tout par nos téléphones, il nous arrive par Internet, et qu'aller en salle voir sur grand écran certains
film, c'est plutôt tout à fait dans l'ADN de nos jeunes. Justement. Alors Souleymane, dans vos recherches et vos œuvres, comment percevez-vous l'évolution de la place des femmes dans l'histoire à la construction de Casablanca? Eh bien écoutez, c'est une histoire qui, à mon avis, est allée trop lentement vis-à-vis de l'impact que les femmes ont eu sur l'histoire, non seulement de Casablanca, mais du Maroc en général. Je vous donne un exemple. Pendant les années 60 et fin 50, début 60, avec la fin du protectorat, des dizaines, voire des centaines de femmes qui ont œuvré pour l'indépendance, une fois qu'elle a été reçue et acquise, une fois qu'elle a été acquise, se sont retrouvées jetées des partis politiques, jetées de la conversation publique et de la conversation sociale. Et ils n'ont pas été que jetés, ils ont été oubliés. Invisibilisés. Oui. Je pense que l'oubli est venu après. Quand on voit que on a des femmes qui ont sacrifié leur temps, leur esprit, leur âme, et même parfois leurs enfants, tout autant que les hommes, pour l'indépendance, et que en même pas 2-3 ans après l'indépendance, qu'elles disparaissent de la scène publique, qu'elles disparaissent des espaces de conversation. Et c'est que vers la fin du règne de Hassan II qu'elles réapparaissent un peu de petit à petit, et qu'on voit que c'est les filles et parfois même les petits-enfants de ces femmes qui reviennent prendre ce qu'il aurait dû, et d'une certaine manière qui continuent le travail de leur mère ou de leur grand-mère. Et souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a un trou noir et vraiment un vide de féminisme au Maroc entre la fin du protectorat et les années 70-80. Mais c'est le grand paradoxe, moi je trouve, de Casablanca, parce que dans l'histoire sociale et culturelle des femmes, ça a été un espace d'émancipation. C'est-à-dire que ça a été la porte d'entrée pour les femmes pour l'accès au travail, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès à une forme d'autonomie. Parce que dans cet anonymat de la ville, en fait, c'était l'infini des possibles qui se présentait à elles. Mais en même temps, cette ville, c'est une ville très rude pour les femmes. C'est une ville où elles sont exposées au harcèlement, à l'insécurité, à la violence, effectivement. Surtout dans les cités ouvrières. Exactement. D'ailleurs, on parlait des femmes dans les usines qui souvent se retrouvaient toutes seules, sans famille, sans lien de parenté, et qui devaient se rassembler entre elles pour trouver un îlot de sécurité. Mais c'est le grand paradoxe, parce que c'est à la fois une ville qui a propulsé les femmes à un rang qu'elles n'avaient pas dans d'autres villes du Maroc. Elle leur a offert comme ça une fenêtre sur la modernité, et en même temps, c'est une ville qui est très rude pour les femmes et qui n'est pas nécessairement toujours construite et aménagée pour les femmes. Moi, je dirais que c'est une ville qui a, à un moment donné, ignoré ses femmes. Est-ce qu'on peut utiliser cette expression? Autrement, est-ce que si on pouvait citer un nom d'une femme qui a émergé dans Casablanca? Il y en a plein. Moi, je suis très fan de Casablancaise. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion. Je parle pas actuellement. Oui, non, mais pas actuellement, mais je parle dans les années 60, dans les années. Je sais pas, Aïcha China. Aïcha China, c'est hyper intéressant son parcours, parce que justement, elle va être elle va diagnostiquer que Casablanca, c'est un Eldorado pour la femme, mais en même temps, c'est l'exposer à une grande violence. Et c'est pour ça qu'elle va vouloir œuvrer au sein de cette ville pour faciliter la vie, notamment de ses filles mères, qui souvent ont fui des campagnes et vont aller se cacher dans l'anonymat de la ville, où au final, elles peuvent accéder à une deuxième vie. Exactement. Et en même temps, elle va être désireuse de leur fournir un accompagnement et surtout de leur redonner une autonomie financière, une autonomie économique, parce que c'est à partir de là on donne vraiment les moyens à une personne de réaliser ce qu'elle est. Donc vraiment, moi j'ai en tête plein de personnalités comme ça féminines qui, depuis Casablanca, ont fait passer les femmes marocaines à un stade supérieur en termes de militantisme, de syndicalisme, de politique, de culture. Moi j'ai en tête Touria Jabran, j'ai en tête Touria Chaoui, j'ai en tête effectivement Nawel Moutawakil sur le sport. Faut pas oublier que tous ces noms-là, ce sont des Casablancaises. Et elles ont brillé, elles ont défendu, elles ont porté haut et fort l'identité marocaine, mais souvent... Et le blason, des Casablancaises. Et d'ailleurs, alors moi j'aimerais pas utiliser le terme ignorer, parce que c'est comme donner un caractère singulier à la ville, alors que Casablanca appartient aux Casablancais,
Et au Casablancaises. Et au Casablancaises, pardon. C'est pour ça, là, ta phrase, elle est intéressante. En fait, elles n'ont pas été ignorées, elles ont juste longtemps été invisibilisées. Voilà. Et ça passe par quelque chose que moi j'observe et dont je suis très triste, parce que par exemple, les grands noms que je viens de citer, on les voit pas dans nos rues. Ouais. Ça passe avant tout le fait de rendre visibles les femmes par le fait d'afficher leur nom. Moi, je rêve d'un boulevard Nawal Moutawakil. Je rêve d'une rue Touria Chaoui. Ouais. Je rêve d'une place. Un boulevard quand même, à mon avis. Oui, voilà, à toi de choisir. Mais on appose peu leur nom sur la signalétique de nos rues, sur des Dar Shabab, sur des théâtres, alors qu'elles ont été vraiment indispensables. Et moi, je trouve histoires qui font rêver. Surtout, une femme qui réussit, elle en inspire mais des centaines d'autres, voire des milliers d'autres. C'est-à-dire que la question de la représentation des femmes et surtout de leur représentativité en tant que rôle modèle, pour moi, est vraiment indispensable. Moi, je l'observe notamment dans ma pratique au quotidien sur l'entrepreneuriat, où au final, alors j'ai été chercher des chiffres parce que j'étais désireuse de pas dire de bêtises dans ce podcast. Aujourd'hui, il y a 16% des entreprises marocaines qui sont dirigées par des femmes. Effectivement. 16%. Alors moi je suis très contente parce que dans la tech, vraiment dans ces start-up, nouvelles technologies, etc., on est un petit peu plus nombreuses puisque la statistique, selon le dernier GITEX, on est à peu près à 23-24%. Mais ça veut encore dire que les hommes sont 4 fois plus nombreux à créer des entreprises que les femmes. Et en fait, je suis toujours assez triste de remarquer que dans l'écosystème dans lequel j'évolue, on met en avant des success stories d'entrepreneurs. Ouais. C'est très rare que ce soit des femmes. Alors que pourtant, il y en a. Mais alors déjà, il y a le fait il y a la volonté de les pousser, de les mettre en avant pour dire cette femme-là, elle est susceptible d'être représentative pour des hommes et des femmes. C'est vrai que la femme qui réussit, souvent on en fait un modèle de femme qui réussit. Voilà. Et pas d'humain qui réussit. Exactement. Alors que les hommes qui réussissent, voilà, c'est un exemple pour tout le monde. Pour tout le monde, exactement. Et puis en plus, c'est évident qu'un homme réussit. Je dirais même que c'est évident qu'un homme réussisse. Voilà. Et puis surtout, un homme qui réussit aura la volonté d'en parler et de partager. Alors que peut-être une femme, il y a vraiment cette question de posture, qui à un moment, est-ce que je ne suis pas un ou une imposteur, que d'aller mettre en avant peut-être une réussite que j'ai, parce que je pense que c'est assez féminin aussi d'être toujours dans le doute, et de se dire de discrétion, et que même si on a réussi, de dire j'ai fait mon travail. Voilà, j'ai réussi, mais j'ai juste fait mon travail. C'est vraiment pas facile parce que non seulement on a la difficulté en elle-même d'être une femme dans le milieu du travail au Maroc, mais aussi de devoir se battre contre toute la montagne de stéréotypes avant même d'arriver à la question de est-ce que je partage mon histoire. Il y a des stéréotypes, et il y a aussi des choses qu'on s'impose à soi-même, qui sont de l'ordre de la posture et de l'appréhension du leadership féminin. Des restrictions qu'on se donne, une timidité. Qu'on se fixe soi-même. Oui. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une ville équilibrée sans relier technologie et mémoire ? Alors ça c'est une question qui me passionne énormément parce que j'ai l'une des plus grandes collections de photos ferroviaires au Maroc. Et ça, alors, peut-être que certains parmi l'audience pourraient peut-être me corriger, mais voilà, jusqu'à présent j'ai pas preuve du contraire. Et tous les jours, de plus en plus, je trouve des photos qui sont refaites par l'IA. Soit qu'elles ont été mises en couleur, soit qu'elles ont été éclaircies en détail. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vu que l'IA a déjà la base de données de photos ferroviaires au Maroc, elle est minuscule. Donc l'IA, elle va halluciner des détails, elle va halluciner des trucs qui sont même pas là. Et je vois la même chose arriver avec les photos du patrimoine casablancais. Juste récemment, j'ai vu une affiche qui était une affiche qui avait en photo la place Mohamed V, et je vois que là, la place Mohamed V, il y a 2 clochers. Alors jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'une seule horloge par face sur l'horloge. Et là je me suis dit d'accord, donc ça veut dire que cette image elle a été générée, elle a été montrée à j'espère au moins 2 ou 3 personnes, et que malgré ça ils l'ont imprimée, ils l'ont collée en grand. Et donc, moi, je suis un peu, je dirais, nerveux et douteux des applications des technologies modernes, comme l'IA, à la préservation et à la diffusion du patrimoine, parce que je pense qu'il y a un usage un peu... comment dirais-je ? Pas abusif, mais sans considération pour le détail historique.
Et peu à peu, je vois que l'histoire de cette ville est un peu passée, voilà, au ponçage, et que ça devient de plus en plus lisse, alors que pour moi, la valeur du patrimoine et la valeur de préserver le patrimoine, c'est voilà, dans les cracks, c'est dans vraiment les imperfections. Et c'est pour ça que moi je doute beaucoup, voilà, de cette coexistence entre technologie et préservation de la mémoire. Je pense qu'elles doivent néanmoins rester séparées, et si elles sont mélangées, au moins d'être mélangées avec responsabilité et de faire très attention. Mais quand je parle de technologie, quand on parle technologie, ce n'est pas uniquement au niveau d'une photo, au niveau d'une présentation d'un monument ou d'une place. La technologie, ça peut être au niveau du transport, ça peut être la pollution, ça peut être la mobilité, l'arrosage de nos jardins. C'est tout ça qui rentre au niveau de la technologie. Donc, est-ce que c'est conciliable? Oui. Est-ce que c'est conciliable? Est-ce que là, on revient peut-être à la discussion qu'on a eue en arrivant ici pour le podcast, le centre de Casablanca qui est en train d'être refait. Avec le commencement du chantier pour l'avenue Royale. Voilà, ce centre de Casablanca, est-ce que on est vers quelque chose de nouveau, mais à côté de ça, il y a quand même une mémoire qui risque d'être perdue. Alors pour en revenir sur la technologie, effectivement, moi je suis peut-être un peu plus optimiste que toi. Et moi j'ai tendance à voir, c'est ce concept en fait des smart cities, c'est-à-dire de la technologie qui est mise au service d'un mieux vivre en ville, où effectivement on va optimiser aussi bien la fréquentation des transports pour s'assurer que l'expérience des usagers soit positive. Ça va être certains indicateurs relatifs à l'écologie, à l'optimisation de l'eau, à la pollution de l'air, etc., pour ne pas faire sortir des personnes asthmatiques alors qu'on sait qu'il y a un indice négatif. Donc pour moi ça, ce sont des signaux qui sont positifs. Mais en même temps, une ville qui serait trop traquée uniquement par des infrastructures, des logiciels, etc., pour moi elle deviendrait invivable, parce que c'est un peu ce qu'on veut nous vendre sur ces villes du Moyen-Orient, notamment, qui sont des sortes de fantasmagories futuristes, etc. Et des capitales surtout du greenwashing. Oui. Donc c'est pour ça, je suis très attentive au fait qu'à un moment, trop de technologie, en fait, ça enlève le supplément d'âme. C'est pour ça, quand tu disais faire la part des choses entre la technologie et la mémoire, réciproquement, une ville sans mémoire, elle est invivable. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'y vivre. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de poser ses bagages à Casablanca plutôt qu'à Meknès ou à Tanger, si derrière il n'y a pas un supplément d'âme, il n'y a pas des quartiers qui nous rattachent à des choses, à des paysages, à des histoires urbaines. Donc en fait, la part des choses, c'est une sorte d'équilibre très, on va dire, très fragile, en fait, qu'on doit pouvoir mettre en place. Et c'est cette fragilité d'équilibre, moi, qui me fait douter un peu et qui me laisse un peu négatif vis-à-vis de l'idée que voilà, est-ce qu'on serait capable d'obtenir un équilibre voilà qui peut durer, parce que pour revenir voilà vers l'avenue Royale, alors c'est un chantier voilà qui a presque 50 ans et qui avait disparu un peu de la conversation publique et du grand public pendant presque 20-25 ans, j'ai envie de dire. Même dans la feuille de route de la ville. C'est-à-dire ça avait été relégué comme ça de côté. Et là, tout d'un coup, tout reprend d'une manière vraiment, vraiment violente. Et on se retrouve avec des gens qui ont perdu la quasi-totalité de leur identité et de leur vie. Qui se retrouvent voilà, du jour au lendemain à la rue. Notamment, en venant au studio, tu nous avais parlé voilà, des enfants qui ont dû... voilà, interrompre une année scolaire, oui. Alors j'imagine même pas comment ça doit être pour les gens qui ont le bac cette année. Et voilà, donc encore une fois, et je m'excuse voilà de m'enfoncer un peu dans le pessimisme, mais comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai beaucoup de doutes vis-à-vis de l'implantation et du raccordage entre technologie et mémoire, sachant que j'ai presque l'impression que la technologie ne veut pas laisser de place à la mémoire. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, parce qu'en plus, moi, je suis vraiment une défenseuse du contraire, parce que moi, je développe une plateforme digitale pour permettre d'explorer le patrimoine marocain. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, le touriste, il n'arrive pas au Maroc, d'ailleurs, que ce soit un touriste national ou international, on n'a plus les réflexes, en fait, de nos parents, d'acheter un guide touristique, éventuellement de suivre des signalétiques, etc. Je connais beaucoup de gens de mon âge qui ne savent pas lire une carte.
Genre en papier. Peut-être aussi, oui, en papier. Donc effectivement, aujourd'hui, on a le réflexe, avant même d'arriver à une destination, de regarder un petit peu sur Internet, d'aller sur Google, etc. Et donc, je suis convaincue qu'aujourd'hui, l'expérience d'exploration des villes, elle doit se faire avec du digital. Non, mais et puis surtout, le digital, il a la capacité de faire même renaître des lieux qui n'existent peut-être plus. Oui. Quand on parlait des cinémas, aujourd'hui, on a des façades. Moi, j'ai la tristesse, j'en parle toujours, quand je fais visiter certains cinémas de Casablanca, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi une visite de cimetière. Parce que c'est vrai qu'on parle d'un âge d'or qui n'existe plus, on projette justement des images de ces lieux quand ils étaient à la quintessence de leur fréquentation. J'ai retrouvé des statistiques qui m'ont impressionné, où à la fin des années 50, dans un pays qui compte à peu près 1,5 million d'habitants, on a des taux de fréquentation du cinéma par an de 15 millions d'entrées qui sont vendues. Donc c'est vraiment genre 10 fois par an. Ça veut dire que vraiment les gens en avaient une pratique quotidienne. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces façades qui sont décrépies ? En fait, le digital, il a la capacité justement de faire en sorte que cette histoire, elle ne disparaisse pas. Et de donner à voir au plus grand nombre, et pas uniquement à quelques chercheurs en sociologie et médiation culturelle, que voilà, il y a un patrimoine, il y a des photos anciennes, il y a des plans de l'intérieur, il y a peut-être des vidéos qui ont été captées par des télévisions à l'époque, qui permettent de faire renaître justement, cette présentation, elle donne une mémoire, mais est-ce qu'elle donne une âme? Moi, je pense, oui. Est-ce que l'âme du lieu revient en faisant une présentation? Après, si le dispositif, il est respectueux justement de ces lieux. Voilà. Moi, je suis très sensible, par exemple, au fait que quand on explique et quand on présente un lieu, il ne faut pas uniquement se contenter d'une couche académique de dire tel lieu a été imaginé en telle année par tel architecte, mais capter des anecdotes peut-être plus sensibles et plus délicates. De manière à faire savoir au public. Oui. Et aux visiteurs que voilà, ça c'est un lieu qui a été habité par des gens qui y ont vécu et qui y ont vécu des histoires et que c'est pas juste une belle façade. Et alors à la fois c'est des petites histoires où on a tous dans Casablanca comme ça des personnes qui ont vécu l'âge d'or des cinémas, qui vont expliquer qu'ils y allaient de manière endimanchée, qu'ils y allaient aussi pour les fêtes de fin d'année, parce qu'il faut pas oublier que les cinémas à Casablanca ont eu un lieu un peu multidisciplinaire. Il y avait du théâtre, moi j'ai en tête des cinémas dans les quartiers populaires, Sidi Othman, Hay Mohammadi, où les cinémas accueillaient des meetings politiques. Ils accueillaient aussi des concerts. Nasser Rewan a démarré au cinéma Saada. Donc c'est important justement que dans ces descriptifs, on n'ait pas uniquement une couche, on va dire, trop académique, mais qu'on dise attention, ce cinéma-là, il a abrité peut-être une cache d'armes pendant le protectorat, parce que ce cinéma, il qui a été utilisé par des résistants, et là, on y plonge vraiment dans l'histoire. Ça a été une des premières scènes de Taïeb Sdiri. Enfin, voilà, et là, tout à coup, on connecte les visiteurs avec vraiment des éléments. Mais là, il y a la thèse, il y a l'antithèse, et au final, le visiteur, il a une synthèse un peu de tout ça, et c'est pas juste des souvenirs et des histoires qui sont un peu éparpillées partout. Parce que ça, c'est un truc que je vois souvent, c'est que chacun de son petit côté à Casablanca a une idée globale un peu de l'histoire de son quartier, mais sinon, l'histoire interquartier et plus généralement l'histoire de la ville en elle-même, il y a beaucoup de lacunes chez chacun. D'ailleurs, mais Casablanca est une ville archipel. Moi, je trouve que c'est une ville qui est très difficile à résumer. Et d'ailleurs, c'est tout un défi, parce que vous savez probablement que Casablanca, elle a fait l'objet de tentatives d'être inscrite par l'UNESCO comme un patrimoine de l'humanité. Et là où on a d'autres candidatures régulièrement de villes qui mettent en avant une valeur remarquable, c'est-à-dire que voilà, cette ville, elle est principalement art déco, cette ville, elle est plutôt brutaliste, etc. Casablanca, c'est dur d'en faire la synthèse. C'est-à-dire que le matin, on va aller se balader dans la Médina, ensuite on va peut-être aller à Roche-Noire, on va passer à Sidi Othman ou Hay Mohammadi, on va aller faire un tour dans le centre-ville avec ses architectures monumentales, on va repartir vers Houbous. Comment on fait la quintessence de ça? C'est une ville archipel, mais justement c'est ça qui fait l'ADN de cette ville. C'est qu'elle est irrésumable à une seule valeur, à un seul mot-clé, et qu'elle incarne pour moi la modernité marocaine. C'est-à-dire elle incarne le grand écart, elle incarne le fait de ne pas choisir et de ne pas dire je suis art déco, je suis brutaliste de Zévaco, je suis au contraire néo-traditionnel avec la mosquée Hassan II, je suis futuriste, un peu à l'américaine avec Casa Finance City. C'est une ville qui choisit pas et qui dit venez comme vous êtes. En fait, on va tout intégrer dans cette ville parce qu'elle est faite de strates. Et de toute façon, même dans l'imaginaire, un peu. Mais l'humain, pardon, justement. Pas de souci. L'humain dans tout ça, c'est très bien. On a un petit peu passé en revue de ce que c'est Casablanca avec tous ces différents quartiers.
Mais comment, au niveau de la circulation des gens, parce que Casablanca n'est pas qu'une ville de béton, il y a des gens, elle est habitée par des gens. Au niveau de cette circulation, est-ce qu'il y a des barrières entre quartiers? Est-ce que on peut se sentir là ou là à l'aise ou Alors je pense que ça prend. Alors si on n'est pas natif de Casablanca, je pense que ça prend quand même un certain niveau d'adaptation pour pouvoir résister un peu au choc culturel qu'on peut avoir de passer de quartier à quartier, parce que voilà, de Mars, c'est pas dans le Sultan. Et d'ailleurs, est-ce qu'on passe de quartier à quartier? Parce que moi, je me demande toujours s'il y a une identité casablancaise ou si on n'est pas avant tout quelqu'un du Maarif ou quelqu'un de Sbata. Ça, voilà, je voulais en discuter parce que j'ai eu une conversation formidable avec un chauffeur de taxi il y a très très longtemps. Il m'a dit, mon fils, écoute, Casablanca, c'est 4 villes qui font semblant d'être d'en être une. Une ville archipel. Voilà, une ville archipel, 4 villes qui font semblant d'être une. Moi, il y a vraiment une seule chose qui revient dans tous les témoignages de tous les Casablancais, c'est que Casablanca est difficile à résumer. Et je pense que de cette manière, quand tu l'as dit, voilà, avec les tours virtuelles et tout ça, ça peut permettre d'avoir une idée un peu plus proche de la réalité que tout simplement, voilà, Casablanca, c'est la mosquée Hassan II, c'est Finance City, c'est Twin. Donc voilà. Mais pour l'être humain en lui-même et comment est-ce qu'il traverse la ville, je pense que ça dépend de chacun. Parce qu'il y a, je vais vous le dire tout de suite, il y a certains raccourcis dans mon quartier que je n'utilise jamais. Parce que ça me déboussole vraiment, mais à 200%. Ce qui fait qu'il y a des trajets que dans le soleil, dans la pluie, en hiver comme en été, je préfère passer 5 à 10 minutes de plus à pied que de prendre un raccourci que je sais qu'il va me mettre mal. Et ça, c'est vraiment, il y a un changement d'ambiance, même pas de quartier à quartier, c'est de rue à rue. Casablanca est dirigée par une femme, une première. Et c'est un symbole fort, une réelle rupture dans la manière de gérer la ville au quotidien. La question est bien sûr destinée à vous deux. Alors moi, malheureusement, je vous le dis tout de suite, mais ça n'a pas du tout fait de bruit dans les cercles des jeunes que je connais, au moins à Casablanca. C'est une information qui sort un peu, voilà, de temps en temps. On dit, ah ouais, c'est une femme, la mère. Mais sinon, vraiment, ça change vraiment rien au quotidien vis-à-vis de ce que les jeunes vivent à Casablanca, de mon expérience. Aucun changement? Concrètement, un changement qui soit lié au fait que la mère soit une femme, pas vraiment. Malheureusement. Et vous sentez pas là un signal, un message, quelque chose de nouveau qui est arrivé dans une ville comme Casablanca? Certes, il y aurait définitivement des nouveautés, mais encore une fois, qu'elles soient rattachées au fait que la mère soit une femme. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu le travail fait sur la signalisation du fait que voilà, on a une mère. Pour la première fois à Casablanca, c'est un sujet, j'ai presque envie de dire que voilà, on n'est pas du tout au courant. Il n'y a pas une touche de gestion féminine de la ville par rapport aux autres années? Alors, en tant qu'homme et en tant que très jeune homme, je devrais dire, je ne pense pas que je sois qualifié pour vraiment vous donner mon aperçu sur si voilà, la gestion de la ville est devenue plus féminine. Je pense que c'est pas une ville devenue plus... Non. C'est pas qu'elle est devenue plus féminine. Il y a une touche féminine dans la gestion de la ville. Pour être complètement honnête avec vous, je ne pense pas que ça soit le cas. De mon vécu. Mais moi, je vais répondre en tant que femme. Ouais. Pour moi, effectivement, c'est une avancée. J'expliquais un peu plus tôt qu'on a besoin de rôle modèle. On a besoin de femmes qui incarnent le succès, et le fait d'avoir à la tête de la première ville marocaine et une des grandes capitales africaines une femme, c'est pas anodin. Alors après, je suis d'accord avec toi, je décorrèle ça du fait que est-ce que Casablanca est une ville pensée pour les femmes? Pour moi, c'est très très différent. Et d'ailleurs, je m'interroge vraiment de savoir si au sein du conseil de la ville de Casablanca, est-ce qu'il y a comme ça un ou une responsable qui porte la question du genre? Parce qu'en fait, une femme, elle n'est pas imaginée de la même manière pour, on va dire, tout le monde
et pour des femmes. Et ça traite à des questions très très opérationnelles. Hein. Oui. Quand je vous dis l'éclairage urbain, quand je vous parle de mobilité, de transport en commun, effectivement après 22 heures, quand je parle de toilettes publiques, quand je parle de trottoirs qui sont accessibles aux poussettes, quand je parle de bancs dans les parcs, quand je parle d'ailleurs de parcs, quand je parle de cheminement pour les piétons, tout ça c'est des problématiques qui sont indispensables par rapport à la pratique de la femme dans la ville. Et c'est pas du tout une question anecdotique. Hein. Ah oui. Là, je me réfère notamment à l'Agence des Nations Unies qui gère les questions d'habitat, qui explique qu'à partir du moment où vous déverrouillez tous ces points que j'ai cités, en fait, vous rendez une autonomie aux femmes. Et si, par exemple, certaines femmes refusent certains emplois qui sont trop loin de leur quartier, si elles refusent d'assister à des événements personnels ou professionnels parce que ça a lieu à 20h, quand elles se privent de certaines formations, par exemple. Parce qu'elles arrivent la nuit. Parce que c'est la nuit, exactement. Tout ça, vous voyez que ça a un impact qui n'est pas de l'ordre juste du choix personnel que cette femme, elle refuse de faire une formation. On est sorti du choix personnel, c'est vraiment des problèmes de démographie. Ah oui, alors même d'urbanisme, c'est des questions en fait d'aménagement de la ville pour non seulement les femmes, mais je veux pas non plus que ces messieurs peut-être se braquent et se dire il faut opposer une ville qui est pensée pour les femmes et les hommes. Il est prouvé que alors déjà défendre un urbanisme pensé pour les femmes, c'est pas défendre un urbanisme pensé contre les hommes. C'est penser pour les femmes et souvent pour les publics vulnérables. Exactement. J'en ai parlé, c'est les enfants, c'est les personnes à mobilité réduite, c'est les personnes âgées. C'est tout le monde qui profite des avancées qui sont faites pour les femmes. Donc en fait, c'est quelque chose qui va rayonner. Et aujourd'hui, je me pose la question si cette mairesse qu'on a à la tête de Casablanca, elle a intégré cette dimension-là dans sa pratique du quotidien. Parce que fondamentalement, ça peut avoir des ramifications dans plein de choses et en fait dans toute la politique de la ville. Absolument. L'éclairage public, c'est pour tout le monde. Voilà, les transports en commun, la voirie, etc. Et vraiment, moi, je reste convaincue qu'une ville qui est... Et aussi d'ailleurs pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent pas que leurs enfants restent dans la rue au-delà de 5h à 6h de l'après-midi. On définit des smart cities, des safe cities, et mécaniquement, une ville qui est pensée pour les femmes, en fait, elle est pensée pour tous. Voilà, exactement. C'est une ville avec des tiers espaces qui peuvent être... qui profitent à tout le monde. Moi, je peux vous faire un témoignage personnel dans le cadre de mon association, parce que j'ai une autre casquette de mon association, c'est qu'on a voulu faire une table ronde sur la sécurité, le respect des droits des femmes dans l'espace public. Bien sûr, on a écrit à Madame le maire, ou la maire, je ne sais pas, moi je n'aime pas féminiser les titres, mais on lui a écrit, on lui a envoyé un dossier, pas de feedback, pas d'implication, même que j'ai dû faire antichambre pendant 3 heures parce que c'était question qu'elle me reçoive, mais qu'elle ne m'a jamais reçue. Voilà, je tiens à préciser. Et le message est passé. Voilà, le message est passé. Et non seulement du fait que la plupart des Casablancais et Casablancaises ne savent pas qu'il y a une femme à la tête de la ville, pour moi, ça en dit long. Mais pourtant, je dis, en tant que femme, c'était un manque de communication, un manque de stratégie RP qui aiderait beaucoup, à mon avis. Mais qui doit aussi ruisseler. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas juste un symbole d'avoir une femme, c'est que derrière, est-ce qu'il y a une attention particulière à la situation de la femme à Casablanca. Effectivement, au fait que la moitié de la population casablancaise sont des femmes. Et qu'en fait, se fermer de leur pratique quotidienne de la ville. 50% de la ville, c'est pas spécifique. C'est en fait une poussette. Mais c'est aussi, quand on se prive de leur pratique de la ville, on se prive de 50% de son intelligence, de son énergie, de son potentiel. C'est aussi ça qu'il faut dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte à quel point on perd chaque jour, chaque année, chaque décennie, quand on ferme les portes, à l'emploi, à l'éducation, à la formation, à la culture aussi, à la culture. Nombre de femmes qui aujourd'hui seraient sur, je vous le dis mon point de vue, qui seraient sur la scène, que ça soit la scène en elle-même, la scène de théâtre ou bien la scène culturelle et médiatique au Maroc, qui simplement n'ont pas les heures après le travail de venir répéter la scène de théâtre soit au conservatoire, soit autre part. Oui, on oublie souvent que cette invisibilisation, parfois elle a des obstacles qui sont très opérationnels, très pratico-pratiques.
le transport, la signalétique, la lumière, etc. Et c'est des changements. Les trottoirs. Oui. À Casablanca, on peut pas marcher avec des talons sur les trottoirs. Et encore, il faut avoir des roues pour marcher à Casablanca. Mais c'est pour vous dire, voilà, il y a une perte immense de talent, de savoir-faire, de potentiel qui, voilà, va directement dans les égouts. Et que, voilà... Enfin, qui est incarné aujourd'hui par une nouvelle génération, que moi j'observe dans l'entrepreneuriat, mais effectivement, la question de leur visibilité, très exigeante. Et moi, je fais un constat qui est assez... Je dirais même une génération qui connaît sa valeur, et qui connaît la valeur du travail. Mais et aussi, moi je le vois parce que j'évolue dans des environnements où il y a beaucoup de femmes entrepreneurs et c'est intéressant de voir comment une femme entrepreneur, il y a rapidement un mot qui se met en place, c'est l'impact. Ouais. C'est-à-dire que les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, effectivement, elles veulent faire de l'argent, elles veulent lancer des solutions qui marchent, mais c'est très rare qu'en fait derrière, il n'y ait pas une dimension tech for good, c'est-à-dire pour le bien, que ce soit pour de l'éducation, pour de la santé, pour l'accès à la technologie, pour défendre le patrimoine comme je peux le faire et la culture. Et ce supplément d'âme, c'est vrai que c'est un dénominateur commun qui me semble... Je suis d'autant plus frustrée quand je me dis qu'on met de côté cette dimension-là. Parce qu'en fait, elles œuvrent vraiment pour le vivre ensemble et le bien commun. Et pour le bien de toute la vie. Oui. Et si ce n'est le bien du pays tout entier. C'est sûr, Casablanca n'est pas seulement une ville de béton. C'est un équilibre fragile entre innovation et héritage, structure et sensibilité, masculin et féminin. Le leadership féminin n'est pas une alternative. C'est un catalyseur d'harmonie, c'est une force qui rassemble plutôt qu'elle ne divise. Et là, j'arrive aux questions flash, justement, pour sentir cette sensibilité. Quel est votre quartier Alors moi, j'habite à Bourgogne, entre la mosquée Hassan II sur ma droite et à gauche El Ankh. Et je trouve que ce quartier, il résume un petit peu le grand écart casablancais. Parce que d'un côté, on a une architecture monumentale, symbolique, très institutionnelle, et de l'autre côté, on a un quartier très populaire, un quartier maritime, voilà, qui est très vivant, plus qui incarne une modernité avec ses fresques street art. C'est-à-dire, c'est un quartier qui, voilà, a des visages changeants selon les saisons et selon les années. Et moi, voilà, je me considère vraiment comme votre l'habitant de Bourgogne. Il est là, effectivement. Non. Et alors moi, mon quartier, c'est Benjdia. Benjdia, et pour moi, c'est... Alors, j'ai grandi à Benjdia et j'ai eu la chance, voilà, que ma fenêtre dans ma chambre d'enfance, elle donne directement sur l'immeuble Liberté. Ce qui faisait que quand j'ai commencé, voilà, à sortir tout seul de la maison et à m'aventurer dans Casablanca, à chaque fois que j'étais perdu, je regardais vers le ciel et j'attendais, voilà, de voir le bout du 17e étage sortir de l'horizon, et après ça, une fois que je le voyais, je me disais c'est bon, je suis sur le chemin du retour. Donc j'ai ce souvenir, voilà, ça m'arrive parfois de sortir de Casablanca pour le travail, d'aller même à l'étranger, et même quand j'atterris au Maroc et que je rentre à Casablanca et que je suis dans les limites de la ville, je ne me sens pas à Casablanca jusqu'à ce que j'ai vu le 17e étage. C'est là où je me dis ok, c'est bon, là je suis à la maison, là je peux, voilà, souffler. Mais c'est intéressant parce que je pense que quelle que soit la réponse, en tout cas que ce soit Benjdia ou Bourgogne, tous les quartiers de Casablanca, ils se transforment. Et ils se transforment aujourd'hui à vitesse grand V. Alors il y a un projet qui a transformé ton quartier il y a quelques années, c'était le tramway. Qui a totalement reconfiguré, en plus ce quartier très commerçant, où il y a même eu une levée de boucliers. Ah oui, et d'ailleurs moi, ma rue, c'est le boulevard Hamskini, sauf que maintenant je peux jamais dire ça à un taxi parce qu'il refuse catégoriquement de m'y emmener. Donc il faut que, voilà, que je joue un peu le jeu d'acteur et que je dis non, c'est Benjdia. Une fois qu'on arrive au rond-point devant le 17e étage, je dis non, vas-y, descends un peu, vas-y, tourne, voilà, ok, c'est bon. Et parfois il faut juste que je m'arrête au rond-point, que je termine à pied. Mais c'est vrai que Hamskini et Benjdia tout entier, ça m'a fait un choc de voir vis-à-vis, voilà, des taxis, la réputation que mon quartier a eu. Juste du point de vue de la circulation, il y a des gens qui te disent ah, moi j'y passe jamais, ah non, ça c'est horrible, et je me suis senti un peu comme attaqué. Alors évidemment c'est pas moi qui leur a dit voilà, faites passer le tram par ici, mais c'est vraiment fou à quel point le regard que juste, voilà, les chauffeurs de taxi ont sur ton quartier peut t'influencer et influencer, voilà,
ton identité. Mais je trouve que globalement, là, le chantier du tramway dans le centre-ville, il a transformé pour le plus. Parce qu'il a permis justement de désenclaver certains quartiers périphériques qui se sont retrouvés à 5 ou 6 arrêts du centre-ville de Casablanca. Moi, je suis beaucoup plus inquiète en fait sur des grands projets stratégiques que j'observe depuis ma Bourgogne, avec au niveau de la grande mosquée Hassan II, le projet d'avenue Royale, effectivement, qui a comme ça creusé une plaie dans l'ancienne Médina de Casablanca. De saigner, vraiment, et sans qu'on réfléchisse en fait à la casse sociale qu'il pouvait y avoir derrière la destruction de ce quartier. Et de l'autre côté, au sud, on a tout ce point d'interrogation autour de ce qui va advenir de la corniche de Casablanca, où là encore on nous vend des projets stratégiques structurant pour la mobilité, pour le centre-ville, pour le paysage casablancais, mais avec beaucoup d'inquiétude en fait de la manière dont c'est perçu par les Casablancais. Quand on voit la gestion du projet de l'avenue Royale qui a commencé en 85, si je ne me trompe. Donc de 85 à 95. D'ailleurs, au début de la création de Casa Mémoire, jusqu'à aujourd'hui, Casa Mémoire a pu, d'une certaine manière, avoir une vision sur les transformations et la transformation du projet. Et on voit que ça a été enlissé, qu'il y a beaucoup de gens qui, avant même que les pelleteuses arrivent, ont beaucoup souffert. Il y a eu des histoires pas possibles avec des maisons qui ont été vidées et ensuite repeuplées par des squatteurs. Et là, on se rend compte à quel point c'est pas du tout donné de changer un quartier du jour au lendemain. Surtout qu'on a le projet de l'avenue Royale qui s'est étalé sur 50 ans. Et on a à peine commencé. Il est certain que le projet de l'avenue Royale va changer totalement le visage de Casablanca, ça c'est certain. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Alors maintenant, moi, si Casablanca était une émotion, laquelle serait-elle ? Je vous ai dit qu'on peut pas résumer Casablanca à une seule émotion. Donc moi, j'aurais tendance à mettre le curseur quelque part entre l'excitation et la fatigue. Parce qu'en fait, c'est une ville qui ne connaît que le mouvement. C'est une ville qui est en perpétuelle comme ça action et qui ne dort pas. On dit que c'est la vie qui ne dort jamais. Et en même temps, une ville qui peut générer une profonde solitude, une profonde fatigue aussi quand on n'est pas justement outillé. Surtout sur la solitude. Ça, c'est un point qui revient souvent avec des amis qui viennent travailler à Casablanca, qui me disent écoute, je me sens vraiment comme Robinson Crusoe. Il y a vraiment cet abandon. Parce qu'en fait, c'est une ville qui stimule énormément. Elle stimule économiquement, culturellement, socialement. On y fait les plus belles rencontres, on y a les plus belles opportunités. Mais à un moment, ce niveau d'intensité, il faut pouvoir justement le digérer. Et c'est la ville qui stimule autant qu'elle fatigue. Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport au quartier. Moi, je pense que le refuge, c'est le quartier. Au final, il y a Casablanca, il y a sa rue. Il y a son quartier, il y a peut-être son immeuble, il y a son paysage qui lui est vecteur de calme et de sérénité, effectivement. Et moi, alors, pour ma réponse, si je devais résumer Casablanca à une émotion, ça serait le grand amour, mais avec un G majuscule et un A minuscule. Parce que l'émotion, elle est dans la grandeur, mais pas nécessairement dans l'amour. Et pour moi, c'est... alors, encore une fois, Casablanca, c'est une ville qui m'a vu grandir, qui m'a vu me transformer. Et j'ai eu, maintenant je peux vous le dire, quand j'étais plus jeune et que je passais devant des rues, devant les cinémas, devant les monuments avec mes parents, ils me disaient tu sais, ça s'est passé ici, et j'ai vécu ça ici, et moi je comprenais pas du tout. Et une fois que j'ai commencé à voir moi-même des petites aventures autour de la ville, maintenant il y a des rues, je passe, j'ai presque des larmes aux yeux parce que je me rappelle un certain temps avec les copains, je me rappelle des souvenirs pas possibles, des histoires farfelues qui me sont arrivées. Et donc je pense que c'est comme ça aussi, d'une certaine manière, qu'on s'approprie la ville, c'est en vivant dans toutes ces parties, même si on a un quartier qui nous rappelle à la maison. Alors toi qui es artiste, quelle œuvre d'art pourrait représenter Casablanca en dehors de tes dessins? Oula, merci. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors vous savez, je vais pas choisir un tableau et je vais pas choisir un dessin, je vais choisir une chanson. Et c'est une chanson, que j'espère qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui va reconnaître, qui va se sentir. J'espère que c'est pas la même que moi, parce que moi aussi j'ai une chanson. Alors on espère. Alors moi, ça c'est un peu farfelu, mais pour moi la réponse ça serait le générique en français de Dallas, la série télévisée qui passait sur TF1. Et pourquoi spécialement? Alors
évidemment, j'essaye un peu d'éviter, de comparer Casablanca à d'autres villes, parce que ça on le fait tout le temps. On dit Casablanca, c'est le Londres du Maroc, Casablanca, c'est le New York du Maroc. J'évite parce qu'aucune ville ne se ressemble. Mais le générique de Dallas est particulièrement, il y a une phrase qui me revient toujours, c'est « Malheur à celui qui n'a pas compris ». Et je pense vraiment que... Et non, sérieusement, je pense que il n'y a pas plus grand malheur que de venir à Casablanca et de ne pas la comprendre. Mais en ça, mon choix, il est assez proche du tien. Alors moi, c'est une chanson qui s'appelle Casablanca, qui est signée par une jeune musicienne qui est américano-marocaine, qui s'appelle Dounia, qui vit à New York. Elle est pas très connue, mais j'espère que le fait d'en parler, dans ce podcast, ça lui donnera de la visibilité. Et c'est intéressant parce que elle décrit justement cette Casablanca du mouvement, où elle est dans un taxi, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, il y a des klaxons, etc. Et donc elle parle comme ça de cette hyperactivité et de ce mouvement perpétuel. Et en fait, ça se conclut sur justement cette vision de la solitude. Parce qu'en fait, c'est presque une chanson qui nous dit les Casablancais passent leur temps à courir, mais on ne sait pas très bien après quoi. Comme s'il y avait une sorte de ruche perpétuelle, mais qui est déconnectée parfois du sens, et tout ça avec une très belle musique. Donc j'espère qu'on pourra même la diffuser pour le podcast. Pourquoi pas? Ça serait sympa de le faire. On a bien noté pour la régie. Le temps presse, mais les idées restent. Merci Souleymane de nous rappeler que la beauté n'est pas un luxe, mais une dignité que l'on se doit d'offrir au monde. Merci Mahja de nous rappeler que la ville ne naît pas seulement sous nos pas, mais au creux de nos regards et dans le silence de nos consciences. Une ville qui respire est une ville qui se comprend. Une ville qui se comprend est une ville qui écoute, qui accueille, qui relie, qui laisse chaque fois trouver son écho. Car une ville n'est pas faite de murs, mais de mémoire, de rêves, de luttes et d'élan. Elle est tissée de vie, de sel, et ceux qui la portent chaque jour sans bruit. À vous qui nous écoutez sur l'ODJ Média et la revue Macfarah, continuez à faire battre le cœur de Casablanca. Continuez à croire, à construire, à protéger la ville que nous méritons et peut-être même celle que nous n'osons pas encore imaginer. C'était Fawzia Tallout Meknassi sur l'ODJ Média. À très bientôt.